Alors, mesdames, messieurs, nous recevons sur ce plateau de notre Congo des invités. Un que l'on connaît bien, un habitué de notre Congo, il s'appelle Hubert Kabassou Babo Katulondi. Et un autre qui vient, lui, pour la première fois. Mais pas sur le plateau de la RTNC parce que c'est un ancien de la maison, c'est un enfant maison, comme on dit. Michel Moussemediawe, éditeur du magazine Média Plus. Bonjour, messieurs. Bonjour. Voilà, nous allons parler avec vous de deux sujets. D'abord, ce que vous avez en partage tous les deux, c'est un enseignant, un professeur, un grand politologue, Crawford Young, qui vient de quitter cette terre des hommes. Mais vous l'avez connu. Nous allons parler de lui, pas parce que, tout simplement parce qu'il est professeur d'université, qu'il est politologue, mais surtout parce qu'il avait consacré toutes ses études, toutes ses recherches sur l'État postcolonial, sur la politique, on va dire, africaine, après les indépendances, après la colonisation, comment les choses se sont organisées, et il a fait beaucoup de propositions sur comment, justement, devait s'organiser la démocratie, la gestion de la chose publique en Afrique, tout particulièrement, et il a consacré aussi des ouvrages sur le Zaïre, sur le Congo, parce que aujourd'hui, on ne peut pas parler sciences politiques en République démocratique du Congo sans citer le nom de Crawford Young. Je vais vous dire mes condoléances. Ah, merci beaucoup. Voilà, vous avez perdu. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs que j'apprends que vous l'avez connu ensemble, que vous avez étudié ensemble. Exactement. Et ceci explique tout. Quand on rencontre Michel, quand on partage avec Michel, quand on partage avec Hubert, on sent qu'il y a... C'est maintenant que je comprends tout. Bienvenue alors sur ce plateau de notre Congo. On va commencer. Parlez-nous un peu de lui, le professeur Crawford Young. Pour moi, c'est une nouvelle très très triste quand j'ai appris cela, à partir d'une relation du département d'État, dont je ne cite pas les noms, qui a été d'ailleurs une des étudiantes en doctorat de professeur Crawford Young à l'université de Wisconsin. Donc, j'en appelle donc à tous les universitaires qui ont fait l'université de Lubumbashi à l'époque de l'UNASA. Et donc, je leur dis que c'est vraiment une nouvelle triste pour les universitaires congolais de la République démocratique du Congo, mais également des États-Unis. Donc, le décès du professeur Merwin Crawford Young, qui est décédé le 22 janvier et qui est né le 7 novembre 1931, a obtenu son doctorat à la grande université, la meilleure université du monde, l'université Harvard, et il a arraché beaucoup de prix, Herzog, de l'association des études africaines, dans lesquelles il a été un architecte d'un grand paradigme de la théorie de l'État postcolonial. Et le premier livre, en fait, sur la politique congolaise, qui est sorti, je crois, en 64-65, Politics in the Congo, a obtenu un grand prix des études africaines aux États-Unis. Mais il y a aussi d'autres ouvrages majeurs, notamment The Politics of Cultural Pluralism, la politique du pluralisme culturel, qui a arraché un prix, mais aussi un ouvrage fondamental dans l'étude des Africaines, sur le plan international, qui est l'étape des post-colonial states in Africa in comparative perspective, donc l'état post-colonial en Afrique dans une perspective comparée. Mais l'ouvrage majeur sur le Congo, c'est d'abord The Politics in the Congo, qui est sorti dans les années 60, mais l'autre ouvrage majeur, d'ailleurs qu'aime beaucoup citer votre directeur général adjoint Moulumba Kaboye, qui aussi, disons, se réfère beaucoup à Crawford Young, c'est The Rise and Decline of the Zaire State. Donc, voilà. Ouais. Et son dernier ouvrage, c'est celui-là, les derniers ouvrages, c'est The Post-Colonial State in Africa, dans lesquels, en fait, il montre la trajectoire de l'État postcolonial, d'abord de l'État qu'il a appelé l'État intégral à l'État néo-patrimonial. Beaucoup d'États africains sont restés, en fait, dans cette phase de l'État néo-patrimonial, où le leadership n'est pas capable d'actionner une transformation fondamentale, à la fois superstructurelle et infrastructurelle, mais il parle aussi des quelques percées de l'État développemental. Vous voyez, au Rwanda, en Namibie, au Botswana, en île Maurice, un peu en Afrique du Sud, un peu au Maroc, un peu au Sénégal, il y a la percée de l'État développemental. Voilà, donc c'est vraiment un monument
qui a été comme un mentor pour des grands professeurs, notamment pour Mark Chasberg, qui a aussi été un grand spécialiste de l'État zaïrois, mais Nzongola Talaja et beaucoup d'autres. En tout cas, tous les grands professeurs que nous connaissons aujourd'hui qui ont étudié à l'UNASA, parce qu'il a été chef de la faculté des sciences sociales, mais aussi chef du département des sciences politiques entre 1973 et 1975 à l'UNASA. Donc, c'est vraiment un monument. Moi, j'en appelle à tous les universitaires congolais qui ont connu Crafoyang pour que, et j'en appelle également à votre directeur général adjoint Moulumba Kaboye, mais également à mon cher ami Johannes Bourgeois, sans être bourgeois bien entendu, M. Bidiaoué, mais vous aussi, parce que vous êtes politologue, pour qu'une conférence soit organisée en mémoire de Crafoyang, même qu'on collecte des fonds pour baptiser peut-être un auditoire à l'université de Lubumbashi, Crafoyang Auditorium, mais aussi faire véritablement parce que la problématique qu'il pose, la problématique de l'évolution, parce qu'il y a trois fenêtres. La fenêtre des politiques, donc des politics of the post-colonial state, la trajectoire et la performance. Ce sont des problématiques saillantes avec lesquelles nous nous débattons jusqu'aujourd'hui. L'ancrage néo-patrimonial et l'ambition d'aller vers un état développemental, le Congolais, et d'ailleurs il y a une page ici où il cite plusieurs fois le Congo, mais en disant qu'il y a possibilité de faire avancer le Congo vers la phase de l'État développemental. Congo, on a parlé de cet ouvrage de Rise and the Decline of the Zaire State. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui quand il parle de Rise and Decline? Mais justement, c'est exactement, je dis, le paradigme analytique qu'il présente, c'est-à-dire l'État. D'abord, il dit que l'État postcolonial est né avec, comme dans son DNA, des éléments de l'État colonial, prédateur, oppressif. Ouais. Mais quelque part, l'État colonial avait quand même une dimension normative. L'État colonial nous a appris à nous vêtir correctement, à faire l'hygiène, à respecter la loi. À payer son impôt. À payer son impôt. Aujourd'hui, ça pose problème. On est toujours en discussion, mais à l'époque, au foutu pas côté à l'État, tu ne vis pas, quoi. À l'époque, quand vous n'avez pas payé le PAC, on vous appelait Ngoulou. Voilà l'origine du mot Ngoulou, qui a pris une autre connotation. Une autre connotation aujourd'hui. Non, je cite ça parce qu'aujourd'hui, ça pose problème quand les gens vont à la banque. Aujourd'hui, on m'a pris mon argent, on a pris mon argent. Ouais. Et quand vous le rappelez, attendez, mais ça, la loi nous exige déjà de payer notre impôt. Ouais. Seulement, il y a eu beaucoup de temps passé qu'on ne l'a plus fait. Maintenant, on rentre tout simplement dans les normes. Voilà. Et donc, l'État colonial, il dit que l'État postcolonial a eu, je sais que j'ai une femme, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis quand je dis ça. mais alors, maintenant, l'État postcolonial a pris, en fait, c'est délesté de la dimension normative. C'est délesté de la dimension normative, mais a pris seulement les éléments de prédation et d'oppression. Ce qui fait que l'État postcolonial est devenu un État intégral. Donc, par exemple, le Mobutu, c'est vraiment l'État intégral, l'État hégémonique, l'État patrimonial. Et donc, aujourd'hui, si vous prenez ce prisme analytique-là, vous le transposez en Afrique de manière générale, même dans un état très avancé. Alors là, on vous voit en photo avec le professeur Kouafor. Oui, là, il m'avait invité pour faire une conférence au Centre d'études africaines à l'université de Wisconsin, à Madison. Il avait 84 ans, mais il est venu me chercher. Il conduisait lui-même, il est venu me chercher à l'aéroport. Mais voilà, quoi, c'est lors de la conférence, là, il est en train de me présenter. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une conférence pour, justement, débattre. La problématique de la construction du développement de l'État est fondamentale. Il faut même qu'au niveau des sciences politiques en RDC, il y ait une spécialisation de recherche dans la trajectoire du développement de l'État. Alors, l'étudiant qui a connu son prof, quelques souvenirs, Michel? Oui, des souvenirs vivaces. D'abord, la fierté d'avoir été étudiant de quelqu'un de cette dimension. De si grand, oui. Et moi, je pense que quand on a été étudiant des gens comme lui et de ses disciples comme les Katwala, comme le Georges Nzongola qu'il a cité, et tant d'autres, les Mwalaba, les Mwabila, quand on a eu la chance, le mérite d'avoir été étudiant de ces grandes personnalités, j'ajouterai les Moudimbe, les Ndayuel, qui étaient à la faculté des lettres. Je pense que quand on a croisé ces gens, on n'a pas le droit d'être médiocre. Ah oui. Et je suis heureux de voir que tout cela transparaît dans tout ce que dit Kabasubabo. Et le souvenir que je garde de lui, un autre souvenir que je garde de lui, c'est que il a énoncé une sorte de théorie. Il a dit,
le développement se fait autour de 3 choses essentielles, banales mais essentielles. C'est la notion de tour de rôle, c'est la notion de la montre, c'est la notion de l'agenda. Alors, quand il nous parlait de ça, on riait, on dit où est-ce qu'il va aboutir, etc. Il a dit les Congolais de l'époque, et ceux d'aujourd'hui d'ailleurs, ils ont beau avoir des montres de $1 million sous le poignet, mais ils n'arrivent jamais à temps. Ils n'arrivent jamais à temps. La notion de l'agenda. Je me souviens qu'à un moment, d'ailleurs, on disait c'est leurs zaïroises. Oui, c'est leurs zaïroises. Leurs zaïroises, c'est-à-dire... C'est terrible. Oui, voilà. Et maintenant, on dit c'est à cause des embouteillages que je ne suis pas arrivé. Mais aller au Canada, en ce moment-ci, en Amérique du Nord, avec la neige qui atteint les proportions incroyables, mais les gens, ils sont à l'heure au travail. Alors, deuxième notion, c'est la notion de l'agenda. Et lors de la conférence, il a demandé à ceux qui ont des agendas de les brandir. Presque tout le monde avait des agendas. Alors il a dit, est-ce que vous avez noté vos rendez-vous? Personne n'avait noté ses rendez-vous. Ça veut dire que nous avons donné à l'agenda une autre fonction. C'était des prises de notes. Voilà. Troisième notion, c'est la notion des tours de rôle. Ça veut dire, et ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui, il a dit, quand vous arrivez sur une file devant un guichet de banque ou alimentation, etc., là où il y a une queue, pour parler comme lui, un anglophone, là où il y a une queue, quand vous arrivez, faites-vous servir selon l'ordre de votre arrivée. Attendez votre tour. Vous n'avez pas le droit de simplement dépasser les gens que vous avez trouvés. Allez voir devant les guichets, ici, dans notre pays. Donc, il a dit les 3 notions sont les fondements du développement. Il a dit, et c'est propre à l'Afrique, sans dire qu'elle était raciste. En fait, l'agenda, c'est la notion de planification, tout simplement. Exactement. Donc, nous, on retient tout. De projection, d'anticipation. Nous, on retient tout. Tous les rendez-vous, même dans 1 mois, 2 mois, résultat, c'est le lendemain qu'on se rappelle que la veille, on avait un rendez-vous. C'est la notion de l'agenda. Et là, je l'ai entendu de la bouche des Crawfordiens. Et donc, comme Kabasubabo l'a dit, je pense que, à l'instar de Moi là-bas, dont on a donné le nom à un auditoire de l'université de Lubumbashi en Sciences Po, je pense que Crawford, qui est le fondateur des études de sciences politiques à Lubumbashi, mérite qu'il y ait soit un monument, soit un auditoire qui porte son nom. Voilà. C'est un peu l'image qu'aujourd'hui, en faculté de sciences politiques et administratives à l'université de Kisangani, l'image qu'on se fait du professeur Benoît Verhagen, par exemple. Exactement. Voilà. D'ailleurs, c'est lui qui avait créé cette faculté à l'UNIKIS. Aujourd'hui, nous avons des grands noms dans ce pays que vous fréquentez peut-être, que vous ne connaissez pas trop. Voilà. Non, ils ont produit énormément de génies. Il ne faut pas être trop modeste. Il y a des génies qui sont sortis. Voilà, j'ai failli dire de la cuisse ou des cuisses de Verhagen. Voilà, parce qu'ils ont été les tout premiers théoriciens et praticiens de la pratique politique, de la pratique anthropologique. Je me rappelle des livres de Verhagen. C'est dans ces livres qu'on a appris l'histoire. C'était les dossiers du CRISP, Centre de recherche, voilà, sur la science politique, etc. Rébellion au Congo, Rébellion au Congo, tome 2. Il parle de M. Laurent. Exactement. Donc, aujourd'hui, les jeunes qui sont aux études, mais les jeunes qui sont aux affaires, devraient relire ce genre de livres. Parce que l'histoire ne commence pas aujourd'hui. L'histoire a commencé depuis la nuit des temps. Et cette histoire est codée dans des livres comme des livres de Verhagen, comme le livre du Crawford Young. Il y avait à l'époque un grand centre de recherche qu'on appelait l'ONRD, Office national de recherche et de développement, qui fut à un moment donné dirigé par le feu Iléo, Songwamba. Oui, mais il y a même le crèche ici qui est en décrépitude, qui est pratiquement abandonné. Voilà. Il y avait le CERDAC, le Centre d'études et de recherche des archives à Lubumbashi, qui était dirigé par le professeur Ndaïol. C'était une très très grande bibliothèque. On ne pouvait pas faire un mémoire sérieux sans avoir passé des heures et de nuits dans des bibliothèques. Quand vous parlez bibliothèque, maintenant je me dis... je n'ai pas encore entendu parler de la part du gouvernement actuel de la politique culturelle, de la culture tout simplement. Parce que tout ce que nous disons ici, c'est la culture. De la culture. Moi, je pense qu'il y a, vous savez... on connaît les noms de beaucoup de ministres. Bon, le plus en vue ces jours-ci, c'est le ministre des Finances, c'est et bien d'autres encore. Tout le monde connaît les finances. Tout le monde connaît les finances, mais on ne connaît pas le nom du ministre de la Culture. Mais voilà, je pense que
c'est parce que justement, exactement, c'est l'une des problématiques que pose Crawford Young. L'état développemental, ça veut dire, aujourd'hui, l'état moderne, il est développemental, il est normatif. D'ailleurs, j'ai toujours souligné cette formule fort éloquente de Rosan Vallon, qui dit que gouverner, c'est pas simplement prendre des décisions, voter, promulguer des lois, allouer des ressources, faire des projets. Gouverner, c'est aussi donner des référents. Or, les référents sont fondamentalement d'ordre culturel. Donc, c'est la substance. Aujourd'hui, quand vous parlez bibliothèque, on devait normalement, au jour d'aujourd'hui, avoir dans chaque commune ne fût-ce qu'une bibliothèque publique. Voyez-vous? Ouais. Et parce que cela sert à former la conscience. Et comme disait Hegel, l'histoire n'est rien d'autre que les déploiements de la conscience dans des captages des contradictions d'une société pour amener cette société vers des strates supérieures, des bonheurs, des prospérités. Alors, si vous permettez, je voudrais, sur la lancée de Kabasubabo, dire qu'au fait, il souhaite que dans chaque quartier, il y ait une bibliothèque. Oui. Il fut un temps où les bibliothèques existaient. Oui. À Limouka, il y avait une grande bibliothèque. Oui. Quand je passe par là, je jette un coup d'œil à la bibliothèque. C'est vrai, les livres ont pris de l'âge, mais le contenu est toujours récent. Il est toujours d'actualité. Oui. Je me rappelle qu'à Lubumbashi, dans chaque paroisse à peu près, après la messe, on allait avec les parents, enfants, dans les bibliothèques, comme la bibliothèque familiale de la cathédrale À Bandal, on avait à Saint-Charles-de-Luanga. Ah oui, Saint-Charles-de-Luanga. il y avait une grande bibliothèque. Est-ce qu'elle existe toujours? Je ne sais pas. Non, elle n'existe plus. Je pense que le plus important, c'est de dire à la nouvelle génération. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Alors, c'est de dire à la génération actuelle que ce pays a été à l'avant-garde de la révolution culturelle en Afrique. Il n'y en avait pas deux. Il n'y en avait pas deux. Oui. Donc, il ne faut pas que les jeunes Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, on cite le Sénégal, on cite le Sénégal, le Cameroun. C'est des gens qui étaient à la traîne. Présence africaine, il dit que, je pense que c'est Diop, Ali Diop, il dit lui-même, il reconnaît, il dit lui-même que l'idée de créer Renaissance africaine lui a été inspirée à Kinshasa, ici, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a lu l'ouvrage de Temple sur la philosophie bantou. Et puis, il y a des génies, des savants comme les Moudimbe. Mais justement, quand vous parlez de Moudimbe, voilà, il est vieux, il est même plus vieux que, je pense qu'il a pratiquement le même âge que Crawford Young. Mais nous ne le célébrons pas. Nous ne le célébrons pas. Pourtant, Moudimbe parle non seulement de la réinvention de l'Afrique, mais il y a aussi par extrapolation la problématique de la réinvention du Congo. Exactement. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là devaient être patrimonialisées. Patrimonialisées, c'est le terme. Merci beaucoup, Pepito. Moudimbe, que Dieu lui donne encore quelques jours devant lui. Aujourd'hui, il est aux États-Unis avec son épouse Elisabeth Moudimbe Boy. Ils sont aux États-Unis. Je doute que le jour de sa mort, je ne souhaite pas que ce soit bientôt, je doute que les États-Unis puissent nous renvoyer sa dépouille. On le vénère tellement. Il est vénéré, il est devenu un patrimoine américain. Exact. Et nous, on le connaît à peine. Vous trouvez des étudiants qui ont fini ou qui sont en phase de terminer, qui ne connaissent même pas le nom de Moudimbe. Ils sont très nombreux. Oui, mais c'est terrible, c'est terrible. Très nombreux, vénérés à l'extérieur, inconnus, mais complètement inconnus au pays. C'est très regrettable. Même Gall. Même Gall, Georges Gall, qui vieillit et tout. Et juste une demi-seconde pour dire un peu, il ne faut pas que nous assistions à l'histoire de Archias. Vous connaissez le grand procès de Cicéron, Archias, qu'on disait être grec, mais les Romains ne voulaient pas le lâcher parce qu'il était à Rome. Alors les Grecs ont dit, si vous ne voulez pas nous le donner vivant, s'il vous plaît, donnez nous-mêmes sa dépouille. Ne serait-ce que sa dépouille. Parce que le fait de l'enterrer sur le sol grec donnait de l'envergure à la Grèce. Exact. Voilà. Mais vous, Michel Moussé-Mediawe, je vous ai présenté tout à l'heure comme l'éditeur du magazine Média Plus. Très bien présenté. Ah, merci. Merci. Professionnel. Très professionnel. Bon, ça ne m'étonne pas non plus. Hein. Michel est un grand professionnel des médias. Alors, très modestement. Bon, merci. Alors, vous nous apportez. Mais moi, j'aurais aimé qu'on nous parlions un peu. Aujourd'hui, il y a une sorte de déferlante au niveau dans les médias. Les médias sociaux, à part tout ce qui est sextape, mais tout ce qui se dit sur les institutions du pays, comment les gens traitent par les médias sociaux, les institutions du pays, et même certains animateurs, en commençant par le président de la République lui-même. Vous lui faites honneur à travers cette... Mais hier, c'était plus Kabila en première page.
et aujourd'hui c'est Tshisekedi, qui vous finance? Non, si vous regardez toutes les éditions de Média Plus, je prends l'échelle de 10. Je ne pense pas que Kabila ait figuré plus de 2 fois sur la couverture. Et s'il a figuré, c'est lors de son discours sur l'état de la nation. Là, on le met en manchette. Quand il prononce un discours à l'ONU, là, on le met en manchette. C'est la grande actualité. C'est l'actualité. Alors, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, j'ai déjà produit, je crois, 5 ou 6 numéros. Il est en couverture de 2 numéros. Les jours de son investiture et le jour de son premier discours sur l'état de la nation. Je ne pense pas que je puisse mettre quelqu'un en couverture sans que cela ne se justifie. Vous savez, la manchette, quelqu'un peut regarder la manchette, il imagine le contenu. Le contenu, absolument. Si quelqu'un est sur la manchette et que dans les pages intérieures, rien ne justifie sa présence, là, ce n'est plus du journalisme. Je suis désolé. Vous en parlez ici avec un grand sérieux. Ah oui. Mais dites-nous, faites-moi un peu votre lecture de ce que nous lisons à travers les médias, sociaux. Oui, les médias sociaux, je peux dire que dans la plupart des cas, les médias sociaux tuent les médias. Ouais, les médias classiques et tout et tout. En même temps, les médias sociaux sont importants. Ils sont importants parce qu'il y a tout un pan de la population qui, maintenant, donne de la voix sur un certain nombre de choses, de la gestion de la collectivité. Mais malheureusement, les réseaux sociaux ne sont plus crédibles chez nous. Il faut les filtrer, il faut savoir quelles sont les fake news, parce qu'il y a beaucoup de malins qui s'amusent à publier des choses qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vraies. Alors, sous d'autres cieux, les médias sociaux sont devenus un outil de développement. Il faut que nous en fassions également un outil de développement pour saisir cette marche extrêmement rapide des nouvelles technologies, de la communication et de l'information. Malheureusement, chez nous, il y en a qui en abusent et en font des instruments de diffamation, des instruments de découragement même. Vous pouvez aller de l'avant avec un projet, mais les réseaux sociaux, parce qu'on ne vous aime pas, parce qu'on est dans le camp opposé, on peut vous décourager si vous lisez les réseaux sociaux chaque matin. Ah oui. Voilà. Mais on en a besoin. Il vient comme à vous? Non, mais ça veut dire qu'au plan de la psychologie politique, mais au plan, parce que je suis transcendantal comme Ligue penseur, les choses d'en haut, c'est-à-dire que les réseaux sociaux dans un pays, dans une société, traduisent, c'est vraiment une fenêtre ouverte sur la dimension de sortes de psychoses et de psychologie sociétale substantielle. Ambiante. C'est-à-dire, vous donne la personnalité collective. Voilà. Quelle est notre personnalité collective? Où est l'esprit? Où est l'âme du Congo ou des Congolais? Et dans cette perspective-là, les médias sociaux, quand vous lisez très bien, vous voyez, il y a des déploiements de ce que le professeur Mainzambi a appelé la propension narcissique du Congolais. Le Congolais n'a pas encore réussi à, comme un peu Moudimbe disait, le développement par la recherche de l'altérité, la connaissance de l'autre, l'imago Dei, l'image de Dieu. Donc le Congolais n'est pas encore sorti de lui-même. Vous voyez des gens qui généralement, ils utilisent ça pour cette sorte d'auto-magnificence, magnifier soi-même. Mais également, quand vous lisez très bien, vous procédez à ce que Derrida pourrait appeler une déconstruction, vous allez voir que les Congolais dévoilent dans les médias sociaux cette propension de la pulsion thanatos, la mort de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a comme une délectation fougueuse à détruire, à nuire, à éliminer l'autre par les affabulations, par même des compositions qui utilisent quelques éléments qui vous donnent l'impression que c'est véridique. Moi, je vais donner par exemple je vais donner un exemple. Le président de la République s'adresse aux Congolais à Londres. Il a dit pas mal de choses et on saisit une phrase, un bout de phrase et on en fait l'info au point de provoquer la réaction de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Et vous pouvez lire, moi j'ai beaucoup réagi sur Facebook en pointant du doigt la presse, les médias sociaux surtout, parce que le premier qui
parle de cet événement et dit « Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a recadré le président ». Et du coup, recadrer, c'est tout le monde qui répond « Recadrer, recadrer ». Voilà. Et ça énerve finalement ceux qui sont du côté, du camp du président de la République, et même du camp de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, parce que là, moi je pense, n'était pas vraiment son intention. Après, je dis que c'est la faute à la presse, parce que quelqu'un a posé une mauvaise question à la présidente, sachant qu'elle pourrait réagir de telle ou de telle autre manière, parce qu'on connaît un peu comment nous agissons, nous de la presse, et voilà ce que ça donne jusqu'aujourd'hui. Il fallait que le directeur du cabinet, finalement, parle à la radio, Top Congo, pour réagir, et ça part comme ça en effet domino. Mais voilà quoi, effet domino, alors que si la presse les médias sociaux avaient traité cette intervention avec je veux dire, froidement, ça n'aurait pas provoqué toute cette déferlante là au niveau des médias. Vous savez qu'Abasoubabo a parlé de Crawfordien qui nous a décrit les différentes sociétés. Il y a les sociétés normatives. Hein? État normatif. État normatif, voilà. Oui. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai l'impression que nous perdons les pédales face à la rumeur. Oui. Même les plus hautes personnalités de ce pays. Oui. Parce que, écoutez, est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut ou a le pouvoir de recadrer? Parce que vous avez souligné ce mot. Oui. Ça, c'est une première chose. Et c'est le mot qui a tout tué. Ah, c'est le mot qui a tout tué. Parce que moi, quand je suis intervenu, j'ai dit... Au fait, ils ont dit la même chose. Voilà. Ils ont dit la même chose. Ils ont dit la même chose. Voilà. Et les gens n'ont retenu que la dernière phrase du président quand il a dit « si on me pousse, je serai forcé de le faire ». Mais tout au début, il a expliqué la procédure, les conditions dans lesquelles il peut arriver là. Il dit « mais nous n'en sommes pas encore là, il n'y a pas de crise, il n'y a aucun problème maintenant, laissez-nous continuer comme ça ». Mais les gens n'ont pas vu tout ça. Donc, et c'est exactement ce que Mme Mabunda avait dit aussi. Donc finalement, tout le monde est tombé dans le piège des réseaux sociaux. Voilà. Et je pense que ceux qui nous dirigent devraient prendre de la hauteur, essayer d'analyser les mots. Et du recul surtout. D'analyser le mot, prendre du recul face à certains termes très forts qui, en fait, n'ont de raison que de perturber la marche normale de la société. Vous savez, nous devons regarder dans la même direction et les gens n'ont de cesse de le répéter. Il n'y a pas deux pays pour nous, on n'en a qu'un seul. Je pense que nous devrions être d'accord sur au moins une chose, la grandeur de notre pays, le développement de notre pays. Aujourd'hui, on parle de balkanisation, on parle de déchéance de l'État congolais. Moi, je pense que nous devrions tous nous lever comme des maçons, que chacun apporte sa pierre pour l'édification au centre de l'Afrique. C'est une chance que nous soyons au centre de l'Afrique. Nous pouvons déclencher le développement de l'Afrique, tout comme nous pouvons le bloquer. Alors, quel est le rôle que nous voulons jouer? Normalement, nous devrions être la locomotive de toute l'Afrique. Et aujourd'hui, on est à la traîne. Même des petits pays qui ne nous arrivent pas à la cheville, lèvent le doigt et nous, on est prêt à détaler. C'est la montre. Voilà. En fait, nous vendons mal notre pays. On vend très mal le pays. On vend très mal les pays parce que quand vous allez dans les grands forums où on débat... Excusez-moi, il faut que ce soit précis. Nous vendons mal le pays. Vendons entre guillemets. Mais parce qu'en lingala, on va dire... Voilà. Nous marketons... Alors, on va dire nous faisons mal le marketing de notre pays. Il y a côté Kambokate. Voilà. Il y a Rokoumi Samboka. Voilà. Donc je pense que la problématique... C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'en sciences politiques... Parce que vous voyez aussi notre science politique me semble quelque part un peu obsolète parce que bon, elle n'a pas beaucoup évolué. Vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, beaucoup des facultés de sciences politiques ont des départements, ont, si vous voulez, des unités, des cellules qui sont véritablement focalisées sur l'épistème et la pratique des gouvernements que nous appelons la gouvernologie. On parle aujourd'hui gouvernologie, on parle transitologie. J'ai pas inventé. J'ai pas inventé. C'est du Crawfordien. Non, ça c'est du Dankwart Alexander Rostow. Je parle de Rostow, pas de Rostow. Il y a Rostow, Walt Whitman, Rostow, l'économiste, mais il y a Dankwart Alexander Rostow, R-U-S-T-O-W, le père de la transitologie. Donc il y a des grands forums où on parle de l'évolution de l'État. Aux États-Unis, les gens ont gardé la vieille image du Congo à telle enseigne que nous-mêmes, nous n'allons pas pour expliquer les prouesses que nous avons réalisées. Déjà, au début de cette décennie 2000,
René Le Marchand a recadré, théoriquement, en fait, a démontré le caractère fallacieux de thèse de la balkanisation. Monsieur Peter Pam, qui vient ici aujourd'hui, on le voit toujours derrière le président de la République, mais lui, il a pondu un article, pas dans n'importe quel journal, dans les New York Times, en 2012, où il dit, le titre c'était « To help the Congo, let it fall apart ». Où il démontre qu'il faut balkaniser le Congo, il faut le débambrer en petits États pour que ces petits États puissent être des gens qui s'entendent, qui peuvent se développer. Mais René Le Marchand a démontré que c'est une aberration, parce que même les petits pays comme le Sierra Leone, Libéria, Burundi ont eu des problèmes. Centrafrique a eu des problèmes, c'est des petits pays. Ouais. Donc cette thèse-là ne marche pas. Il y a eu même une autre dame qui est congresswoman d'Atlanta qui a démontré que la balkanisation, c'est une hérésie. Donc c'est nous-mêmes, les intellectuels africains, qui devons aller dans les grands forums pour pouvoir démontrer quelques prouesses que nous avons réalisées, mais également démontrer que nous sommes un peuple uni et que nous sommes déterminés à défendre notre territoire. Monsieur, je suis très ravi. Et j'aurais aimé vraiment aller plus loin dans ce partage. Le niveau est tellement bon, je ne voulais pas dire haut, pour ne pas léser certains, mais en tout cas, nous reviendrons sur ce sujet, éventuellement aller plus loin, par exemple, autour de toutes ces théories développées par le professeur Kafoyan, mais aussi sur, pourquoi pas aujourd'hui, appeler à des états généraux de la presse en ligne, pour que aujourd'hui, les gens comprennent quand même que la presse en ligne, comme vous avez dit, c'est un peu le miroir. Oui. De comment vivent les Congolais, comment réfléchissent les Congolais. Et si les gens de l'extérieur ne voient les Congolais que sous ce prisme-là, qui est présenté par les médias sociaux aujourd'hui, où on insulte les restes des animateurs des institutions, où on insulte le président de la République, on raconte n'importe quoi sur le pays, où on dénigre le pays, on le présente sous ses formes les plus noires, je crois que c'est une presse, elle devrait être, surtout dans notre situation actuelle, plus patriotique que combattante. En tout cas, on devrait appeler à ces genres de débats très prochainement. On reviendra sur ce plateau de notre Congo pour en parler. Pourquoi pas. Merci beaucoup, en tout cas, Michel Moussé-Média. Je rappelle, vous êtes l'éditeur de ce beau magazine. Vous n'avez pas répondu à ma question de savoir comment ça vous coûte et comment vous le financez, parce qu'il est tellement bien fait, du bon papier et tout, de qualité impeccable. Ça coûte combien, par exemple, un tirage? Vous tirez à combien aujourd'hui? Non, 2000, bon an, mal an, 2500. Okay. Mais je voudrais ne pas quitter ce plateau pour dire personne ne me finance. Ni le chef de l'État, ni le Premier ministre, ni un groupe politique, ni un groupe d'intérêt financier. Il a donc raison, Hubert Kabasou-Babo, de vous appeler journaliste indépendant. Non, il a dit autre chose. Bourgeois. Il faut reconnaître qu'il y a une oligarchie journalistique ou médiatique. Ça veut dire les gens de la qualité. Mais la problématique de l'État normatif développemental demeure, c'est un défi. Absolument. Donc personne ne peut m'imposer une ligne de conduite éditoriale. Voilà. Personne. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, Hubert Kabasou-Babo, Michel Moussé-Média. Nous allons nous retrouver, on l'a dit, très prochainement au cours de notre numéro de Notre Congo. Merci beaucoup. Merci.